Alors, nous revoici pour les troubles bipolaires, qui sont aussi dans votre chapitre 6 du manuel. Donc. Voilà. Définition des troubles bipolaires. Troubles définis par la présence d'un épisode de manie ou d'hypomanie en alternance avec un ou plusieurs épisodes dépressifs caractérisés, donc des épisodes de dépression majeure. Et voilà la raison pour laquelle les troubles bipolaires se retrouvent dans le même chapitre que les troubles dépressifs, parce qu'ils ont une composante dépressive. Donc, bipolaire, bi pour deux, polaire pour pôle, donc on a un pôle d'énergie extrême, habituellement caractérisé par ce qu'on appelle la manie ou l'hypomanie, et l'autre pôle, qui est le pôle plus de l'abattement, qui est un épisode de dépression majeure. Donc, la dépression, on l'a nommé tantôt, c'est caractérisé par une tristesse envahissante, une perte d'intérêt généralisée, un manque d'énergie et un découragement. Alors que l'épisode maniaque se caractérise par une activité extrême et par une énergie débordante menant à une altération marquée du fonctionnement. Donc, contrairement à l'état dépressif où la personne n'a plus d'énergie, dans la phase maniaque, donc dans un épisode manie, la personne va se retrouver avec une énergie débordante, pas juste très hyperactif, mais on va parler de quelqu'un qu'on ne pourrait pas suivre sur une base quotidienne. Quand on parle de l'épisode hypomaniaque, c'est ce qu'on appelle un épisode de perturbation de l'humeur marqué par des symptômes d'hypomanie pouvant mener à une perturbation importante du fonctionnement, mais moins sévère que dans le cas de la manie. La principale différence sur le plan des symptômes entre la manie et l'hypomanie est que l'épisode hypomaniaque, qui est un épisode maniaque plus bref, ne mène pas à la perte ou à la désorganisation plutôt de la vie d'une personne et qui ne comporte pas de caractéristiques psychotiques. On va le voir dans l'épisode maniaque, c'est beaucoup plus intense que l'épisode hypomaniaque qui est moins élevé. Donc, si on parle de dépression, état normal de la personne, là, on aurait la phase hypomaniaque et on aurait encore plus élevé que ça, la phase maniaque qui, elle, amène à une altération marquée du fonctionnement et on va aller voir les critères diagnostiques un petit peu plus tard. Donc, rapidement, on voit ici sur la petite page qui suit, on a la ligne médiane ici qui est le niveau d'énergie normal de monsieur, madame, tout le monde. C'est sûr que ce niveau d'énergie normal-là, il va être soit un peu plus intense par moment, lorsqu'on va vivre des grands moments de plaisir, de joie ou des moments où on est dans une euphorie particulière, par exemple, après avoir fait une activité sportive intense, on va avoir une énergie débordante et tout ça, mais jamais au niveau extrême qu'on va voir ici dans la phase hypomaniaque et à l'extrême dans la phase maniaque. Et de la même façon, on va avoir aussi, des fois, notre humeur va osciller entre une énergie plus débordante, normale, ou un peu plus abattue, plus triste, manque d'énergie, tout ça après une longue semaine de travail, mais toujours dans le domaine du gérable. Alors que dans des cas extrêmes, on va se retrouver dans des dépressions majeures, c'est-à-dire que quand on se retrouve dans l'extrême ici, je ne suis pas en mesure de le gérer normalement parce que c'est un déséquilibre qui fait que mon corps se retrouve dans cet état-là. Et la même chose pour la phase maniaque. Donc, résumé rapidement, tu as le niveau normal d'énergie qu'on va se retrouver ici, mais dans des cas d'énergie extrême, là on va parler plus d'une phase hypomaniaque et encore plus extrême, phase maniaque, et un niveau d'énergie moindre, plus dans la dépression, ce qu'on va se retrouver dans la dépression majeure. Donc, c'est plus pour voir sur le continuum, là, où est-ce qu'on est, ceux qui ne souffrent pas d'un de ces troubles-là, versus phase maniaque, hypomaniaque et dépression majeure caractérisée. Voilà. Donc, les différents troubles qu'on va retrouver dans les troubles bipolaires, il y a le type 1, le type 2, ainsi que la cyclothymie. Et encore une fois, j'ai mis en rouge ici le type 1 parce que c'est celui qui sera à l'étude dans nos études de cas ainsi que dans les évaluations sommatives. Donc, le type 1, qu'est-ce que c'est par rapport au type 2 et à la cyclothymie? C'est un trouble bipolaire marqué par la présence d'un épisode maniaque, donc le plus énergique qu'on pourrait s'imaginer. Okay? Généralement accompagné d'un épisode dépressif caractérisé. Donc, phase maniaque et ça va s'ensuivre par un épisode dépressif majeur. Donc, la personne peut atteindre des degrés élevés de désorganisation du fonctionnement
et le risque de compromettre sa capacité à garder un emploi ou à maintenir des relations sociales. Pas nécessairement parce que la personne est dans un état dépressif, mais au contraire parce qu'elle est dans une énergie débordante, voire anormalement débordante, qui fait qu'elle n'est pas en mesure de vaquer à ses occupations parce qu'elle se retrouve là, dans une espèce de folie énergique comme ça, où ce que ça ne fait pas de sens pour monsieur, madame, tout le monde, et on va le voir dans les critères tantôt, comment ça va se manifester. Au sommet de la manie, l'hospitalisation peut devenir nécessaire parce que la personne pourrait présenter des idées délirantes à l'occasion. Donc, on va le voir tantôt encore une fois. Tandis que le type 2, c'est un trouble marqué par l'alternance d'épisodes hypomaniaques, donc rappelons-nous que c'est moins élevé que la phase maniaque, et d'un épisode dépressif caractérisé. Donc, plutôt que d'avoir l'énergie super élevée qui va mener à une désorganisation, elle va avoir un niveau anormalement élevé, mais elle va quand même être en mesure de vaquer à ses occupations, mais ça va varier avec un épisode dépressif majeur. Là, on s'entend, c'est pas aujourd'hui j'ai beaucoup d'énergie et demain, pouf, je t'amorphe, là je suis trop bipolaire. Non, non, vous allez voir, c'est sur une période beaucoup plus longue. On pourrait parler d'une phase maniaque qui va durer quelques semaines, voire quelques mois, et par la suite, elle sera accablée ou affectée par un épisode de dépression majeure qui durera au moins 2 semaines avec tous les symptômes qu'on a vus tantôt parce que ça ne change pas. Alors que la cyclothymie, c'est un trouble bipolaire marqué par des symptômes de dysthymie et d'hypomanie. Donc, encore une fois, la dysthymie, elle est beaucoup moins intense en termes de dépression et le niveau énergique va être plus élevé que la normale, mais moins élevé que l'hypomanie, là, du moins de ce qu'on en dit. Et ça va avoir beaucoup moins d'effet sur le niveau de fonctionnement de la personne parce qu'elle sera quand même capable de continuer de vaquer à ses occupations, autant dans la dysthymie que dans son hypomanie. Alors voilà la distinction entre les trois, mais on va quand même se concentrer uniquement sur le type 1. Donc, majoritairement, épisode maniaque. Voilà. Qu'est-ce qu'un épisode maniaque? Alors, il y a 3 critères ici, le critère A, le critère B et le critère C. Premier critère, diagnostic bien sûr toujours du DSM-5, on dit que la personne doit être, c'est une période plutôt nettement délimitée durant laquelle l'humeur est élevée, expansive ou irritable de façon anormale et persistante. Anormale, ça veut dire que c'est pas quelque chose qu'on voit couramment, et persistante, ça veut dire que ça va durer dans le temps. Ce n'est pas juste pendant 1 heure, pendant une journée, mais ça va durer plus longtemps que ça dans le temps. Excusez-moi. Donc, en critère B, on dit au cours de cette période de perturbation de l'humeur et d'augmentation de l'énergie ou de l'activité, au moins 3 des symptômes suivants, il y en a 7 ici, sont présents avec une intensité significative et représentent un changement notable par rapport au comportement habituel. Ce qui veut dire que normalement, la personne ne sera pas comme ça, mais là, elle va se retrouver avec au moins, j'ai dit combien de symptômes? 3 des symptômes qui suivent de façon anormale là, par rapport à son fonctionnement habituel. Premièrement, augmentation de l'estime de soi ou idée de grandeur. Donc, c'est la personne qui va se voir capable d'accomplir quelque chose qu'elle ne pourra pas faire anormalement et elle va avoir des projets là, qui sont hors de son atteinte, si on veut. Donc, on pourrait penser à quelqu'un qui n'a jamais étudié en médecine, mais qui va décider de devenir médecin et qui va tout mettre en place pour en arriver à cet objectif-là. Donc, on va se dire, voyons, ça n'a pas de sens, là. Tu ne peux pas devenir premier ministre comme tu veux l'être alors que tu n'as jamais fait de politique, mais la personne, dans sa façon de se comprendre là, dans la façon dont elle fonctionne, c'est à sa portée. Donc, on voit que c'est une estime de soi qui est anormalement élevée et des idées de grandeur dans les projets qu'elle va entreprendre. On va parler aussi d'une réduction du besoin du sommeil. Donc, normalement, une personne pourrait dormir entre 6 et 8 heures par jour, moyenne de 7 heures. On pourrait parler de quelqu'un qui ne dormirait pas pendant 24, 48 heures, 60 heures, ou quelqu'un qui dormirait 1 heure ou 2 par nuit et qui, après ce sommeil-là, ou malgré l'absence du sommeil, aurait une énergie quand même débordante, anormalement élevée, malgré le fait qu'elle ne dorme pas beaucoup. Plus grande communicabilité que d'habitude ou désir constant de parler. Donc, on va voir quelqu'un qui est extrêmement volubile, qui prend de la place, mais qui parle beaucoup, anormalement élevé, bien sûr, par rapport à son fonctionnement habituel. Fuite des idées ou sensations subjectives que les pensées défilent. Donc, fuite d'idées, ça veut dire qu'elle va nous parler, mais avec un discours des fois qui va être un petit peu décousu, qu'on va avoir de la difficulté à les suivre, mais dans leur tête à eux, tout file, tout va bien, tout est fluide pour eux. Distractibilité, donc c'est quelqu'un qui va être facilement distrait.
par tous les projets qu'il va tenter d'entreprendre, bien sûr. Donc, on va pouvoir observer ça chez cette personne-là. Augmentation de l'activité orientée vers un but ou agitation psychomotrice. Ça veut dire que la personne, dans son grande énergie, elle va tout mettre en œuvre pour en arriver à l'objectif qu'elle s'est donné ou au projet qu'elle souhaite mettre en place. Donc, tantôt, je vous disais quelqu'un qui voudrait faire le tour du monde, mais elle va commencer à mettre des choses en place pour actualiser ce projet-là. C'est pas juste une idée de grandeur ou un projet farfelu. Elle va tout mettre en place, du moins, elle va avoir ses activités qui vont être orientées vers l'atteinte de cet objectif-là. Et le dernier, qui est un engagement excessif dans des activités à potentiel élevé et des conséquences dommageables. Donc, on pourrait avoir de la consommation, on pourrait avoir une grande sexualité, on pourrait avoir des conduites dangereuses ou entreprendre des projets qu'on va se dire, hey, il y a un danger élevé là, à cette pratique-là. Donc, c'est le 7e critère ici. Donc, en C, on dit que la perturbation de l'humeur est suffisamment grave plutôt pour entraîner une altération marquée du fonctionnement professionnel ou des activités sociales, c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas vaquer à sa profession parce que ses idées farfelues et l'énergie qu'elle va y investir va tout prendre son temps, puis elle va aussi délaisser ses activités sociales parce qu'elle va se concentrer sur les gros projets farfelus qu'elle va tenter de mettre en place. Ou pour nécessiter une hospitalisation afin de prévenir des conséquences dommageables pour le sujet ou pour autrui, ou bien il existe des caractéristiques psychotiques, donc dans ces idées folles, elles pourraient devenir délirantes, c'est-à-dire avoir une espèce de perte de contact avec la réalité. Donc pour cette raison-là, on pourrait vouloir l'hospitaliser pour la protéger d'elle-même. Voilà ce qu'il en est lorsqu'il est question d'un épisode maniaque. Donc, on voit que c'est un niveau énergique élevé, mais avec une composante dangereuse parce que la personne pourrait perdre contact avec la réalité ou parce qu'elle va s'engager dans des activités là, avec des conséquences dommageables. Donc, pour ce qui est de l'épisode hypomaniaque, donc on parle du type 2, les caractéristiques du DSM-5 pour un épisode hypomaniaque sont cette fois presque similaires à ceux de l'épisode maniaque qu'on vient de voir tantôt, mais la principale différence est l'absence, dans le cas de l'épisode hypomaniaque, du critère marqué du fonctionnement, donc le critère là, C de l'épisode maniaque. Un épisode hypomaniaque est donc un épisode maniaque plus bref, qui ne mène pas à la désorganisation de la vie d'une personne et qui ne comporte pas de caractéristiques psychotiques ou d'idées délirantes ou de perte de contact avec la réalité. Donc, on est dans un degré moindre, malgré qu'il y a cette énergie débordante inhabituelle chez la personne. Alors voilà. Donc, je ne lirai pas tous les critères diagnostiques avec vous parce que ce n'est pas le trouble qui va être à l'étude, mais ce sont les mêmes avec un degré moindre que ceux de la phase maniaque. Voilà. Pour ça, OK. Je vais juste revenir aussi à la cyclothymie rapidement. Là, c'est juste pour dire que, encore une fois, c'est un épisode qui est caractérisé par une alternance d'épisodes dysthymiques, donc une dépression qui est beaucoup moindre intense, que la personne n'aura pas nécessairement cette grande détresse et cette altération du fonctionnement-là, et des symptômes hypomaniaques, plutôt qu'un épisode de dépression majeure et un épisode maniaque franc. Donc, OK, ça c'est bon. Les épisodes de perturbation de l'humeur peuvent durer des années, mais il n'y aura pas ce problème de fonctionnement qu'on retrouve dans les épisodes maniaques ou hypomaniaques proprement dit. Donc, les personnes cyclothymiques ont moins besoin de consulter les professionnels de la santé parce que ça va être quelque chose qui est plus normal par rapport aux extrêmes là, de la personne de type 1 ou de type 2. Autant dans la phase maniaque ou hypomaniaque que dans la phase dépressive. Donc, rapidement, là, juste pour vous montrer ici les distinctions, hein, on voit dans le type 1 là, les phases sont beaucoup plus élevées dans l'énergie, dans l'euphorie, alors que le type 2 est moins élevé, mais quand même plus élevé que la cyclothymie. Donc, ça nous permet de voir un petit peu là, la variation des états entre chacun de ces troubles-là. Et on le voit aussi sur un autre continuum, là, la gradation des humeurs, la phase manie qui est le plus élevée, l'hypomanie, après ça on a l'humeur stable de monsieur, madame, tout le monde. Après ça, un peu plus vers l'abattement qui serait la dysthymie, mais encore plus extrême qui est la dépression majeure. Pour le reste, je vais vous laisser consulter les facteurs de risque ainsi que les problèmes de fonctionnement. Donc on se revoit tantôt dans une autre capsule. Merci.